5 personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur les suspicions de fraude lors des élections à la Chambre de commerce en fin d'année dernière. L'équipe perdante avait porté plainte pour vol de matériel de vote. Nous recevrons ce soir l'avocat de Jean-Luc Davidas. Près de 700 élèves de 3e, toujours à la recherche d'une place en seconde. C'est l'estimation du SE-UNSA. Le syndicat veut alerter sur le manque d'établissements dans l'académie. Le point à suivre. Et puis, découverte d'un métier traditionnel dans votre journal ce soir. Jean-Pierre Boucher est carreleur pisciniste depuis 20 ans. Il détient à son palmarès plus de 250 constructions, des ouvrages à l'ancienne pour des bassins tapissés en mosaïque de pâte de verre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rénover le modèle social par la hausse de la CSG, c'est l'une des mesures annoncées par Édouard Philippe dans son discours de politique générale devant les députés ce matin. Après le discours du chef de l'État devant le Congrès hier, le Premier ministre a égrené les grands axes de travail du gouvernement à l'horizon 2022. Il a obtenu la plus large majorité de confiance à l'Assemblée nationale depuis 1959. Regardez. Résultat du scrutin. Nombre de votants 566. Suffrages exprimés 437. Majorité absolue 219. Pour 370. Contre 67. L'Assemblée nationale a approuvé la déclaration de politique générale du gouvernement. Nous aurons rendu du pouvoir d'achat aux salariés. La suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage, financée par un transfert sur la CSG, redonnera dès 2018 du pouvoir d'achat à plus de 20 millions d'actifs. Cela représente, mesdames et messieurs, 250 € par an au niveau du SMIC. S'il vous plaît. 250 € par an au niveau du SMIC. Nous augmenterons aussi la prime d'activité, car le message aux Français est clair, le travail doit payer. Retour chez nous, je vous le disais, dans l'enquête sur les suspicions de fraude lors des élections à la Chambre de commerce en fin d'année dernière. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue ce matin. On rappelle que la liste conduite par Richard Gabriel avait obtenu plus de la majorité des sièges et que le candidat perdant avait déposé plainte pour vol de matériel de vote. Les précisions de Jonathan Lariot. La Chambre de commerce et d'industrie de Guyane nage dans des eaux bien troubles. Ce matin, plusieurs membres de la liste de Gabriel Nicolas ont été placés en garde à vue. En cause, l'avancement de l'enquête sur les suspicions de fraude lors des élections de la CCIG. L'enquête a commencé lorsque la liste adverse, avec à la tête Jean-Luc Davidas, dépose un recours sur l'élection de Gabriel Nicolas. Ils mettent en doute la méthode de vote par correspondance. Il y a une semaine, la décision de la Cour administrative de Bordeaux tombe. Les élections de la CCI sont annulées. Une commission est donc mise en place pour régler les affaires courantes de la Chambre de commerce. Chaque candidat pourra donc de nouveau se présenter pour les prochaines élections qui seront mises en place par la préfecture de Cayenne. En attendant, aucune information n'a été transmise sur l'identité des personnes placées en garde à vue. Le procureur n'a pas souhaité donner plus de détails, sous couvert de l'enquête toujours en cours. Pour en parler, l'avocat de l'équipe de Jean-Luc Davidas, Jean-Yves Marcot-Desroires, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, votre première réaction? Ma réaction, c'est simplement une lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, qui fait suite à un jugement dans le même sens du tribunal administratif, lui-même suite au recours et suite à une plainte pénale qui avait été déposée le 26 octobre 2016. Alors, je pense que sur le plan de la chronologie, ce n'est pas à l'issue des résultats que cette plainte a été déposée, c'est avant. Parce qu'on a beaucoup dit « Ah, mais c'est parce qu'ils ont perdu qu'ils déposent plainte ». Non, la plainte pénale a été déposée le 26 octobre. Les élections ont lieu entre le 20 octobre et le 2 novembre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je lis l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui dit ceci « Dès lors, compte tenu de ces irrégularités consistant dans une collecte systématique à domicile de votes par correspondance qui ont été commises par les partisans de certains candidats, ces irrégularités ont manifestement conçu des manœuvres qui, eu égard au nombre très élevé des votes par correspondance et quel que soit l'écart des voix, et alors même que les éléments produits par la défense ne permettent pas d'identifier précisément le nombre d'électeurs qui auraient été victimes de ces manœuvres, caractérisent une fraude d'une ampleur telle qu'elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble. Voilà ce que dit la Cour d'appel. Nous avons plus de 4000 votes enregistrés donc
à distance pour le mode de scrutin choisi dans ce type d'élection. On parle de vol de matériel de vote, de vol d'enveloppes sur fond de pots de vin. Est-ce que ce sont ces éléments qui ont conduit aujourd'hui à ces arrestations? Alors, je ne sais pas, moi, quels sont les éléments qui sont invoqués par les enquêteurs. Ce que je sais, c'est ce qui figure dans la plainte pénale et dans les mémoires qui ont été déposées devant les tribunaux administratifs, débattus en audience publique. C'est vrai qu'il y a tout d'abord des vols manifestes dans les bacs postaux de plis, les fameux plis NPA, ils n'habitent pas à l'adresse indiquée. Ces matériels de vote ont été subtilisés et utilisés pour voter à la place d'électeurs potentiels ou même d'électeurs qui n'avaient plus le droit de vote et qui ne pouvaient même plus voter puisqu'ils n'étaient même plus en Guyane depuis des années, en tout cas au moins depuis des mois. Donc cette fraude massive a manifestement altéré le scrutin puisque vous savez que ce scrutin au niveau de la Chambre de commerce se déroulait suivant deux modalités possibles, soit par correspondance ou soit par Internet. Par Internet, la fraude est quasi impossible et pour mémoire aussi, dans le vote par Internet, c'est bien la liste conduite par M. Davidas qui était largement en tête. Que dit votre client? Vous évoquez tout à l'heure cette période, c'est-à-dire au cours même du scrutin, aux alentours du 26 octobre l'année dernière. On est en plein milieu donc, des élections. Et donc que se passe-t-il? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des membres de l'équipe de Jean-Luc Davidas qui voient de leurs propres yeux certaines dérives? Il y a effectivement cette constatation, mais il y a également et surtout l'apparition de discussions sur un groupe WhatsApp qui sont extrêmement significatives et déterminantes pour déposer la plainte, à savoir que plusieurs candidats de la liste adverse se vantent dans ce groupe de discussion d'avoir subtilisé des nombres importants d'enveloppes ou de matériel de vote pour les opérations électorales et même organisent entre eux un challenge à qui on récupérera le plus. Donc c'est quand même assez invraisemblable que de telles pratiques puissent avoir cours dans le cadre d'élections censées donc nécessaires pour protéger les intérêts des chefs d'entreprise de la Guyane, développer le commerce, enfin, toutes sortes d'attributions qui sont parfaitement nobles et du ressort des chambres de commerce et d'industrie. L'enquête devra bien sûr suivre son cours et déterminer les responsabilités, mais quand même quand on observe le résultat de cette élection, on a une trentaine de sièges pour l'équipe de M. Richard Gabriel et puis 3 pour Jean-Luc Davidas et son équipe. Est-ce qu'on peut finalement estimer que ces fraudes sont réellement à l'origine de cet écart? Mais bien sûr, les élections à la Chambre de commerce sont très particulières parce qu'effectivement, il est procédé à des élections par différents collèges et l'écart de voix dans chaque collège est très faible. Il y a, malgré ces fraudes, je rappelle que les votes par correspondance ont représenté pratiquement 90% des votes et que malgré donc cette fraude, effectivement, à quelques voix près, chaque collège est attribué à des candidats de la liste sortante, mais à très peu de voix près, le résultat a pu basculer. Donc ce n'est pas significatif de dire 30-3. Ça, c'est effectivement une vision tout à fait rétrécie des choses, ou par le petit bout de la lorgnette. Lorsqu'on regarde les écarts de voix collège par collège, on se rend compte que malgré cette fraude, la liste de M. Davidas était presque élue. Est-ce que le mode de scrutin, finalement, n'est pas en question? D'ailleurs, Richard Gabriel proposait cette idée juste après la décision de la Cour d'appel de Bordeaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un vote dans l'urne, tout simplement? Alors, le vote à l'urne pose un certain nombre de difficultés, je crois, sur le plan réglementaire, au niveau des textes, car ça ne semble pas exactement prévu, puisqu'il y a cette modalité du vote par correspondance qui est doublée maintenant par un vote par Internet, et certaines chambres de commerce, en métropole en tout cas, ont depuis quelque temps des votes uniquement par électronique, ou par des procédés qui sont en tout cas beaucoup plus sécurisés que ce vote par correspondance. Et la problématique, c'est qu'on a confondu manifestement dans le cadre de certaines élections aux chambres de commerce, le vote par correspondance et le vote par procuration. Ce que dit la jurisprudence très clairement, c'est que le vote par correspondance doit être un vote personnel. Par conséquent, même le fait de donner son enveloppe ou son matériel de vote à un tiers pour qu'il vote à votre place, c'est ne pas respecter le texte ou les dispositions qui régissent les règles du jeu. Le vote par correspondance. Une commission d'administration provisoire a été mise en place hier par le préfet, à la tête donc de la Chambre de commerce et d'industrie. 3 personnes ont été nommées pour gérer les affaires courantes d'ici aux prochaines élections. Il s'agit d'Ernest Benjamin, Alex Wemer ou encore Nathalie Pamphile. D'ici là, que va-t-il se passer ? Eh bien, les textes là aussi sont précis en ce qui concerne le moment où la Cour d'appel statue, c'est le moment où
le Conseil d'État considère qu'il a été statué définitivement sur les annulations. Ça entraîne donc effectivement la suspension des mandats, la dissolution de la Chambre et la mise en place de cette commission provisoire à l'initiative du préfet. Et l'article, je crois, R713-29 du Code de commerce précise que ces élections doivent avoir lieu dans les 2 mois de l'arrêt de la Cour. Les dates fixées sont du 16 au 28 août. Oui, avec les dépouillements le 4 septembre. C'est dans les 2 mois, effectivement, c'est conforme au texte. Très bien, merci beaucoup Maître Mercot Desroires d'avoir répondu à nos questions. Passons à toute autre chose, parlons éducation à présent. Ils viennent tout juste de passer leur brevet. Quelques 700 élèves de 3e seraient toujours à la recherche d'une place en seconde, répartis dans l'île de Cayenne, mais aussi dans l'ouest du territoire. Ces futurs lycéens, orientés vers le général ou vers le professionnel, seraient victimes du manque d'établissement, selon les estimations du SE-UNSA. Une question de timing, rétorque l'académie. La répartition des affectations serait toujours en cours. Yvan Lemar. Dans cette projection, ce sont surtout les élèves voulant des lycées professionnels qui sont touchés. Pour ces jeunes non affectés au premier tour, des solutions par défaut peuvent être envisagées. Pour les plus jeunes, le redoublement est proposé généralement dans les établissements. Et pour les autres, il y a ce qu'on appelle le 2e tour qui se fait après avoir rencontré l'ensemble des familles. Les psychologues rencontrent les familles avec les chefs d'établissement et leur proposent des filières qui n'auront pas été prises. Donc on regarde les places disponibles dans chaque établissement, la plupart du temps en lycée professionnel, et on réoriente les élèves. Donc on les reçoit et on leur demande de choisir une filière. Ça a le mérite de scolariser les enfants, mais ça pose le problème d'une orientation qui soit désirée et d'une réussite à la fin pour ces enfants-là. Dans certains cas, aucune solution n'est trouvée. C'est ce que nous, au SE-UNSA, nous dénonçons, c'est qu'il n'y a pas de solution pour les élèves qui ont plus de 16 ans et qui se retrouvent à la marge, qui se retrouvent de facto exclus du système éducatif. Et là, on se pose la question pour ces enfants, que va-t-on faire d'eux, puisqu'on a une obligation de suivi pendant 1 année pour ces élèves. Selon les syndicats, ce problème est récurrent et s'aggrave un peu plus chaque année. La solution, c'est de construire des établissements scolaires pour accueillir les élèves dignement. Il n'est pas possible aujourd'hui de laisser des familles dans l'expectative et de les laisser en déshérence en leur disant « revenez aujourd'hui, revenez demain, revenez après-demain, on va vous trouver une solution ». La grosse difficulté que l'on rencontre, c'est pour les familles qui sont très isolées, qui doivent prendre les transports en commun, qui doivent venir très souvent à pied, elles n'ont pas de solution pour leur enfant et elles baissent les bras. Donc on se retrouve en septembre avec des personnes qui n'ont aucune solution parce que les familles ne connaissent pas le système et les rouages du système. Pour le moment, la rentrée de ces élèves semble compromise. Une rencontre entre les syndicats et le rectorat est prévue dans les prochains jours. En ce début de mois de juillet, les départs pour les grandes vacances ont bien démarré, l'occasion souvent d'un retour au pays pour les Antillais et les Guyanais basés dans l'Hexagone. Sauf qu'à l'aéroport de Paris-Orly, la joie du départ a laissé place à la colère et l'angoisse depuis quelques jours. En cause, une mauvaise gestion des flux au contrôle d'immigration qui provoquerait des retards et des reports de vol. Hier, une émeute a même éclaté entre passagers. Solène Boissé. L'heure du départ en vacances a sonné pour la famille de Marie-France. Ils n'ont qu'une hâte, monter à bord du vol de 14h40, destination Pointe-à-Pitre. Les Mornaliens sont conscients du renforcement de la sécurité à Orly-Sud, mais ne sont pas très inquiets. Nous sommes très contents. On va retrouver la famille, les papas, les mamans qui nous attendent là-bas. Et voilà, on va profiter de la mer, du soleil. On a bien lu en arrivant que Vigipirate était renforcé. Donc, bon bah... Voilà, c'est le jeu, hein. On n'a pas le choix, on va subir. Un peu plus loin, ce n'est pas la même ambiance. Mireille et sa mère David sont arrivés 4 heures en avance pour prévoir d'éventuelles files d'attente. Ces derniers jours, les passagers ont attendu parfois près de 2 heures pour passer la douane. Les 2 Foyalaises savent ce qui les attend. Ça fait 4 heures qu'on est arrivé, on fait encore la queue. Et ensuite, au niveau du contrôle, elle fera encore la queue 2 heures, voire plus. C'est vraiment un gros bordel. Surtout période juillet-août, ils savent qu'il y a des congés bonifiés, donc forcément c'est pire. Donc ouais, au niveau de l'organisation, là, c'est pas top. Plan Vigipirate, ok, mais faut penser aux passagers. Et ce problème d'engorgement au niveau des contrôles de sécurité n'agace pas que les usagers. La compagnie aérienne Air Caraïbes a fait connaître son mécontentement au ministre de l'Intérieur face à une situation qu'il ne maîtrise pas. La plupart des vols au départ d'Orly sont en retard. Nous faisons face bien sûr à une pointe d'activité, ce qui est normal, à une saturation des installations, ce
qui en soi n'est pas choquant, mais en plus nous sommes freinés par ces problèmes d'inspection-filtrage qui touchent à la fois tous les passagers, les touristes, mais aussi les populations qui vont vers les dom-toms. On ne peut pas faire face à un tel blocage. Ils espèrent avoir une réponse du gouvernement dans les prochains jours. En attendant, les voyageurs vont pouvoir partir en vacances. Pour Marie-France et sa famille, l'épisode d'Orly sera très vite oublié dès leur arrivée sur le sol des Antilles. Retour à présent sur l'affaire de l'eau contaminée aux hydrocarbures à Goyave en Guadeloupe. L'appel à la solidarité lancé par le maire semble avoir été entendu. Tôt ce matin, les jeunes de la communauté adventiste se sont mobilisés pour venir en aide aux habitants de la commune. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. L'appel à la solidarité de Ferdi Louisi a été entendu. La communauté adventiste de Guadeloupe a mobilisé pas moins d'une vingtaine de personnes ce matin dès 7h30 pour venir en aide aux employés du service technique dans le cadre de la distribution des bouteilles d'eau. Lundi matin, nous avons appelé la mairie de Goyave pour leur dire que nous sommes à disposition. Les jeunes sont en vacances actuellement et pour ceux qui sont en vacances, venir ici, c'est un plaisir d'être au service. On a un camion de 15 tonnes, 2 camions de 3 tonnes 5, un pick-up et une camionnette que l'Église adventiste a mis à notre disposition. À raison de 2 livraisons par semaine, de 6 packs d'eau par famille, cette aide est la bienvenue. Les équipes formées de 3 agents et de 3 jeunes adventistes ont parcouru le territoire à la rencontre des personnes dont l'eau est impropre à la consommation. En priorité, les secteurs de Budan, Rosemar-Toto et Cité Caraïbes, une belle preuve de solidarité. Si ça venait à s'aggraver, ce serait autre chose. S'il ne fallait pas se baigner, il ne fallait pas laver la vaisselle, ce serait autre chose. Mais bon, pour le moment, je ne sais pas que ça suffit largement. Les gens étaient très accueillants, donc les gens aussi posaient des questions parce qu'ils voulaient savoir un petit peu plus sur leur situation. Et le fait de leur apporter cette bouteille d'eau, en fait, ils se sentaient quand même bien, il y avait le sourire, le bonjour. Et en retour aussi, je leur donnais toujours une parole d'encouragement pour qu'ils tiennent bon, en fait. Les jeunes ont contribué à la distribution de l'eau, mais aussi à l'enregistrement des livraisons. Prochaine tournée vendredi, ils sont prêts à revenir et pour cause. C'est on met qu'à laver l'autre. Donc aujourd'hui c'est Goyave, demain ça peut être nous aussi. Donc être solidaire, c'est ce qui fait que la Guadeloupe avance. Je vous propose à présent de découvrir la passion de Jean-Pierre Boucher, carreleur pisciniste depuis 20 ans. Il détient à son palmarès plus de 250 constructions, des ouvrages à l'ancienne pour des bassins tapissés de mosaïques en pâte de verre. Ayodele Germa l'a suivi dans l'un de ses chantiers chez un particulier. Reportage. Sous cette bâche austère se trame une histoire d'amour. L'amour de Jean-Pierre pour la pâte de verre, l'idylle naissante de la baignade d'ici moins d'une semaine, quand les 243 360 carreaux seront enfin disposés sur les parois de la piscine. La pâte de verre, c'est noble, dans les couleurs, tout ça. Jean-Pierre est un despote du détail. Tout doit être parfaitement aligné. C'est assez complexe, il faut quand même pas mal d'années d'apprentissage. Et donc, c'est vrai qu'il faut bien surveiller pour que tout soit droit et que ce ne soit pas tordu parce que c'est du travail manuel, c'est du travail artisanal et le but, c'est que tout soit le plus correct possible, quoi. Et pour ça, le travail se fait à l'ombre. D'abord pour que les ouvriers échappent au soleil caniculaire de l'équateur et surtout pour ne pas altérer la colle qui sert à la fixation des mosaïques en pâte de verre. Sur 80 mètres carrés, Jean-Pierre est maître d'œuvre du début à la fin, de la fondation à la mise en place du dispositif de drainage. Il y a un bon suivi parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent aux piscines en mosaïque, en pâte de verre. C'est un métier assez compliqué, donc tout le monde ne le fait pas. Nous, on arrive à gérer ça très bien, donc j'ai quand même de la demande, j'ai un bon suivi, parce que c'est des piscines à long terme, quoi. Il n'y a aucune concurrence entre moi et des piscines en kit, en plastique. C'est un produit totalement différent. Une différence qui a un prix, entre 20 000 et 40 000 euros selon les options jacuzzi ou spa. En 20 ans d'expérience, Jean-Pierre a dû construire plus de 250 piscines. Quand on aime, on ne compte pas. Petit rectificatif concernant le sujet que nous avons diffusé en début de journal sur les arrestations dans l'affaire de fraude dans les élections à la Chambre de commerce. Il s'agit bien sûr de la liste de Richard Gabriel et non de Gabriel Nicolas. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. 5 personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur les suspicions de fraude lors des élections à la Chambre de commerce en fin d'année dernière. L'équipe perdante avait porté plainte pour vol de matériel de vote. Nous avons reçu ce soir l'avocat de Jean-Luc
Jean-Luc Davidas. Près de 700 élèves de 3e toujours à la recherche d'une place en seconde, c'est l'estimation du SE UNSA. Le syndicat veut alerter sur le manque d'établissements dans l'académie. Et puis, vous avez pu le voir, découvrir ce métier traditionnel. Jean-Pierre Boucher est carreleur pisciniste depuis 20 ans. Il détient à son palmarès plus de 250 constructions des ouvrages à l'ancienne pour des bassins tapissés de mosaïques en pâte de verre. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite l'information nationale et internationale juste après cette édition. Excellente soirée à vous et rendez-vous demain soir.